Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc, comme promis, cette semaine, en fait, je vais dédier le cours à la modélisation du climat sur toute la période historique, sur les derniers 2000 ans. Alors, dans les dernières semaines, en fait, j'ai essayé de vous brosser un tableau un petit peu complet de ce que nous savons, des différentes archives paléoclimatiques qui nous permettent de reconstituer en particulier des températures. Je l'ai fait en particulier en soulignant l'intérêt de certaines archives, en particulier les anneaux d'arbres, les cerneaux d'arbres. Je vous ai parlé aussi de carottage, à la fois de sédiments marins, de sédiments lacustres, de carottes de glace, de stalagmites, de coraux sous les tropiques, où on peut reconnaître, encore une fois, l'intérêt sur ces échelles de temps, c'est de pouvoir avoir une résolution annuelle, voire saisonnière, sur les derniers 2000 ans. Et bon, pour les derniers siècles, il y a des informations instrumentales, c'est-à-dire des véritables données météorologiques avec des mesures de température. Mais encore une fois, elles sont localisées, comme on l'a vu, de façon tout à fait imparfaite. Alors une autre approche, en fait, qui permet justement de s'affranchir de l'imperfection spatiale du problème, c'est d'utiliser des modèles mathématiques, en fait, des modèles numériques qui permettent de simuler et de mieux comprendre le climat. Alors là, vous avez donc une représentation imagée de ce qu'est un modèle climatique. C'est un outil informatique, en fait, qui permet de discrétiser, c'est-à-dire de découper en petits volumes l'atmosphère, les différents réservoirs, les différents systèmes, les différents ensembles du système climatique, donc notamment l'atmosphère, incluant la basse atmosphère, mais on va monter jusqu'à la stratosphère pour comprendre les choses. Et il y a d'autres systèmes, d'autres composantes en fait du système climatique qui vont être aussi modélisées. On va très vite voir que pour comprendre les choses, on a besoin aussi de numériser l'océan, d'avoir un océan qui est couplé à l'atmosphère pour véritablement comprendre les choses. Et de plus en plus, eh bien, il y a des couplages avec d'autres composantes, en particulier les surfaces continentales. On y met même de la végétation numérique, donc on va paramétriser en fait toutes ces propriétés, ainsi que les calottes de glace en particulier. Donc voilà, donc ça c'est une représentation un petit peu imagée. Ici vous avez une représentation que j'utilise un petit peu à chaque fois que je montre quelque chose qui est modélisé. Je vais reprendre cette représentation en fait d'un modèle. On va pas faire de cours, je vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la modélisation ainsi que montrer les différents pionniers du domaine, mais de façon simplifiée, on peut avoir en tête en fait qu'il y a eu une complexification progressive en fait de cette modélisation mathématique du climat. Depuis des calculs analytiques sans ordinateur ou des calculs numériques, mais difficiles à obtenir, avant les années 50, là c'était essentiellement des modèles d'équilibre de transfert radiatif, et à partir des années 60 et l'introduction des ordinateurs a permis en fait de véritablement représenter les différentes enveloppes en les discrétisant et en simulant en fait la dynamique des fluides au cours du temps de calcul, avec des modèles qui se sont complexifiés de plus en plus. Donc tout à fait au départ, ces modèles ne concernaient que l'atmosphère, ensuite ils ont été couplés à l'océan, et de plus en plus, comme vous le voyez ici, c'est ce qui est représenté de façon avec cette flèche temporelle qui vous montre en fait l'évolution de ces différents modèles. À partir des années 70, eh bien, on tient compte en fait de la glace de mer, de la banquise. Ensuite, des modèles vont être couplés à des modèles de chimie pour tenir compte des gaz à effet de serre avec leurs échanges dans les différentes composantes du système climatique. On va tenir compte des aérosols et de la végétation, de la biogéochimie. Ici, il faudrait mettre, pour les années 2020, de plus en plus, il y a des couplages explicites avec des calottes de glace qui vont interagir de façon complète avec des modèles climatiques. Donc une complexification qui a été possible à cause de l'augmentation des moyens de calcul. Donc ici, c'est une représentation, enfin une photo de calculateurs utilisés par Météo France. Une autre façon de voir justement cette progression exponentielle en fait de
la modélisation et de regarder directement un des paramètres qui est impressionnant, c'est l'augmentation de la résolution spatiale des modèles. Ici, vous avez une représentation imagée sur l'Europe qui montre en fait la représentation d'un modèle des années 90 avec une représentation qui montre en fait qu'on reconnaît à peine les différents pays, on peut à peine voir qu'il y a la Méditerranée au milieu, alors que de plus en plus, 96, 2001, 2007, on voit que la topographie est de mieux en mieux représentée parce que les mailles spatiales des modèles sont de plus en plus fines. Alors il faudrait actualiser ça. Il y a des modèles qui permettent aussi de faire ce qu'on appelle des descentes d'échelle pour essayer de préciser encore plus. Donc toute une science en fait qui est liée justement à l'augmentation de cette progression qui est liée à l'outil informatique, mais pas que, qui est liée justement à une complexification de ces modèles qui est symbolisée bien par ces différentes représentations, ainsi que sur la discrétisation des volumes atmosphériques. Ici, vous avez une colonne qui présente en fait le fait que dans les années 90, il y avait une vingtaine de couches atmosphériques. À partir un peu plus tard, il y en a beaucoup plus, et donc des moyens de mieux représenter de façon plus explicite la dynamique des fluides en particulier. Alors, ces modèles en fait simulent au départ un équilibre dynamique en fait du climat, c'est-à-dire à cause des fluctuations saisonnières de l'insolation, les modèles, le climat ne reste pas statique dans ces modèles, il évolue au cours des saisons, et en plus, les modèles récents montrent une variabilité interne qui ressemble en fait aux variabilités internes intrinsèques qui ne sont pas forcées de l'extérieur, que sont en particulier des oscillations comme l'oscillation El Niño-La Niña, que l'on a considéré dans les derniers cours, ainsi que pour l'Atlantique, je vous ai parlé de l'oscillation nord-atlantique. Eh bien, dans les modèles de nouvelle génération, en fait, ces oscillations sont présentes. Il y a une variabilité interannuelle, ce qui fait que quand on fait des modélisations, on est obligé de faire plusieurs, même pour un état constant, c'est-à-dire même si l'on ne change pas les conditions aux limites, on est obligé de faire plusieurs simulations pour effectivement observer ces fluctuations interannuelles. Alors le climat, on peut le représenter de façon simplifiée. Voilà une image qui représente justement ces différentes enveloppes avec, de façon ultra simplifiée, avec d'une part l'atmosphère, les glaces, l'hydrosphère, en particulier les océans. Ces différents ensembles, ces différentes composantes sont couplées les unes aux autres, en échangeant en fait à la fois de l'énergie, de la chaleur, et en échangeant aussi de la matière, des gaz et de l'eau. C'est cet équilibre dynamique de l'atmosphère et du système climatique qui peut être modélisé par ces modèles numériques, peut être aussi perturbé. On va pouvoir le perturber, cet équilibre, en jouant sur ce que l'on appelle les forçages, donc des forçages qui sont externes au système climatique, mais qui peuvent être extraterrestres. En particulier, l'éclairement solaire va pouvoir varier si on l'impose en fait à la modélisation, et d'autre part, on va pouvoir faire fluctuer dans le modèle d'autres paramètres, en particulier des forçages externes pour le système climatique, mais internes à la Terre. En particulier, on va s'intéresser de façon assez précise au volcanisme, qui, sur les échelles de temps qui nous concernent, va être très important. Et une autre composante qui va être importante pour les derniers siècles, ça va être aussi de considérer les activités humaines, en particulier les émissions des industries en gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, et d'autre part aussi, sur les échelles de temps un peu plus longues, la perturbation en fait des surfaces continentales avec une augmentation de l'occupation des sols par l'homme, qui va avoir aussi une influence sur le bilan radiatif terrestre, parce que dès qu'on va changer une forêt et la mettre en culture, eh bien, ça va avoir une importance sur le cycle de l'eau, mais aussi sur l'albédo, sur la réflectivité en fait de la Terre. Et donc tous ces paramètres vont pouvoir être pris en compte dans la modélisation numérique. Alors ça veut dire aussi que la première étape une des premières étapes dans ces modélisations
pour les derniers 2000 ans, ça va être d'abord aussi de reconstituer les différents forçages. Donc je vous ai parlé dans les derniers cours des paramètres climatiques que l'on arrivait à reconstituer dans des archives. Eh bien, ça va être un peu le même problème. Préalablement à toute cette modélisation du climat sur les derniers 2000 ans, il va falloir d'abord reconstituer les forçages avec des archives qui peuvent être du même type que les archives climatiques. Donc on va étudier les forçages, notamment les gaz à effet de serre, on va pouvoir les reconstituer à partir des bulles de gaz qui sont occluses dans les glaces polaires. Ici vous avez une photo de ces petites bulles, ces fameuses petites bulles. Vous voyez le gant du scientifique qui tient l'échantillon, on a beaucoup de petites bulles, et dans ces petites bulles, eh bien, il est possible de faire des mesures de la P de CO2, de la pression partielle de méthane, et donc de reconstituer au cours du temps, en particulier pour les derniers 2000 ans, l'évolution temporelle du gaz carbonique, ici sur 2000 ans, donc de 0 à 2000, tout est exprimé ici en partie par million, et pour le méthane, pareil, c'est possible de mesurer dans ces bulles de gaz les teneurs en méthane et de reconstituer sur l'entièreté de la période historique ces fluctuations. Alors la complication pour le méthane, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéisation, enfin il y a une petite différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, les glaces du Groenland et les glaces de l'Antarctique, le brassage n'est pas suffisant pour lisser complètement ces différences, ce qui fait qu'il y a des différences en particulier dans les différentes mesures obtenues au sud et au nord, mais en règle générale, eh bien, on retrouve essentiellement que les gaz à effet de serre sur les derniers 2000 ans bougent assez peu, à part la partie beaucoup plus récente, entre 1900 et 2000, où là on a l'effet anthropique, enfin, qui est bien documenté, qui est lié à la consommation de fuels fossiles et à d'autres paramètres en fait, qui ont fait varier ces teneurs de gaz à effet de serre pour des raisons tout à fait anthropiques. Alors l'autre paramètre qui est aussi pris en compte, comme je vous l'ai dit, qui est... il y a des archives en fait, qui permettent... Il est possible de remonter dans certaines archives historiques pour faire l'inventaire des différentes surfaces plus anthropisées ou non. Et alors il y a toute une communauté scientifique qui s'occupe de ce problème. Ici, vous avez juste une représentation en fait de la surface de la Terre qui classe les différentes surfaces en termes de densité à la fois de forêt, de présence en fait humaine, de culture et autres. Donc il y a une certaine complexité, et cette carte, en fait, elle évolue dans le temps. Il est possible de remonter dans le temps. C'est ce que fait en particulier ce groupe hollandais, mais il y a d'autres groupes qui essayent de faire le même travail, pour essayer de reconstituer dans le temps les fluctuations de l'occupation des sols, qui a une incidence, en fait, sur le climat. Alors, bon, là, l'échelle est temporelle, avec ces différentes représentations, elle n'est pas linéaire, donc elle démarre ici à l'an 1, pour s'arrêter à 1700, et la partie ici, c'est les derniers 2 siècles. Mais essentiellement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sur toute la partie historique qui nous concerne, entre l'an 1 et 1700, il y a très peu de changements. C'est pas, l'impact en fait de ces changements de l'occupation des sols est assez minime au point de vue climatique. C'est essentiellement sur les derniers 2 siècles en fait qu'il va y avoir une incidence importante. Et donc, il est utile d'avoir ces reconstitutions spatialisées qui vont être introduites en forçage du modèle. À la fois les gaz à effet de serre et l'occupation des sols, les perturbations les plus importantes, comme je vous l'ai montré, sont liées aux activités humaines. Par contre, plus loin dans le temps, en particulier sur les derniers 2000 ans, il y a d'autres forçages, je vous les ai mentionnés tout à fait au départ, qui vont devoir être étudiés finement, reconstitués dans le temps, pour pouvoir utiliser ces archives comme forçage des modèles numériques, pour essayer de voir quelles sont les perturbations attendues avec ces modèles. Alors en particulier les éruptions volcaniques explosives, les grandes éruptions très explosives qui injectent très haut dans l'atmosphère des gaz, en particulier des gaz soufrés, H2S et surtout le SO2, l'oxyde de soufre, dans la stratosphère,
Dans ce cas-là, lorsque les émissions sont très explosives, eh bien, il y aura donc émission vers la stratosphère, et la stratosphère étant l'atmosphère sèche, en fait, c'est une atmosphère sèche, ces gaz, en fait, vont pouvoir se transformer en aérosols, en particulier pour former des sulfates, mais ces petites particules de sulfate vont former des aérosols qui vont pouvoir rester dans la stratosphère et ne pas être entraînés directement, rapidement, par les pluies, comme cela peut se passer pour des éruptions beaucoup plus limitées qui sont confinées à la troposphère. Donc en fait, l'impact climatique du volcanisme est indéniable, comme on va le voir, mais il est limité à de très grandes éruptions explosives qui peuvent injecter du matériel, des gaz essentiellement, dans la stratosphère. Alors, le diagramme de principe ici, il est important parce qu'il vous montre que les éruptions volcaniques vont avoir des effets perturbateurs sur l'équilibre radiatif. Il y a plusieurs effets. Il y a un effet qui est direct, qui est lié justement à la formation de ces aérosols, de ces particules fines, à haute altitude, donc dans la stratosphère. Ces particules vont en fait réfléchir, vont augmenter l'albédo, il va y avoir un effet de réflexion, et donc on s'attend à avoir un effet de refroidissement au niveau du sol. C'est l'effet en fait principal, donc on s'attend à avoir des refroidissements qui sont liés à ces éruptions volcaniques importantes. Et en même temps, un autre paramètre qui est aussi à prendre en compte, c'est le fait que ces aérosols vont aussi absorber le rayonnement infrarouge qui est réémis par la Terre. On en a parlé tout à fait au début du cours. Et donc, on va avoir à la fois un refroidissement au niveau de la troposphère, mais surtout un réchauffement au niveau de la stratosphère. Donc, on va modifier le profil de température atmosphérique. Alors, il y a d'autres complications encore, il y a des changements aussi sur la lumière diffuse, mais donc les deux principaux termes, en fait, sont essentiellement cette modification de la réflectivité et d'autre part ce chauffage qui est, ce réchauffement stratosphérique qui est lié à l'effet de serre de ces particules fines. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a uniquement l'effet climatique, en fait, il va être limité aux très grandes éruptions. Et alors, elles sont peu fréquentes. La dernière en date était celle du Pinatubo, qui a eu lieu en juin 1991 dans les Philippines. Si vous avez une photo, donc c'était il y a quand même pas mal de temps, donc maintenant pas loin de 35 ans. Et elle a permis en fait d'étudier, même si il s'agit d'un événement qui a eu lieu il y a 35 ans, il y avait quand même beaucoup d'outils scientifiques à l'époque qui ont permis justement de bien la caractériser. Alors si le mont Pinatubo ou une autre éruption stratosphérique intervenait aujourd'hui, ça aurait une influence sur le climat terrestre, mais ça permettrait d'avoir plus d'informations encore avec des outils encore plus performants. Mais déjà à l'époque, il y avait notamment des satellites. Ici, je vous montre en fait des cartes de l'époque, en fait, qui avaient été prises par les premiers capteurs essentiellement là, qui travaillaient sur l'ozone, mais qui pouvaient mesurer aussi le SO2, l'oxyde de soufre, embarqué sur un des premiers, parmi les premiers satellites en fait américains, satellite qui a permis justement de reconstituer au cours du temps des cartes de la concentration exprimée donc en épaisseur de colonnes de SO2 pour différentes périodes. Ici, vous avez une première carte qui correspond à quelques jours après l'éruption, le 16 juin 1991, ensuite le 19 juin, le 22 juin, le 25 juin. Donc, ce que l'on voit, eh bien, c'est une augmentation au niveau des Philippines immédiate. Le panache monte très haut dans l'atmosphère, donc il s'agit de gaz ici. Ce qui est détecté, c'est un gaz, SO2. Et ensuite, ce gaz va être homogénéisé, va être réparti, va être pris dans la circulation atmosphérique de haute altitude, en particulier avec une circulation de vent d'est, et va donc être réparti à pratiquement toutes les latitudes pour la frange intertropicale. Ici, en à peine un mois, on a pratiquement fait la moitié de la Terre, et au bout de quelques mois, on a une influence qui est quasiment globale
qui est confiné quand même à la frange intertropicale, mais c'est aussi un des paramètres importants, c'est que comme les vents en haute altitude sont très importants, le fait d'injecter ces grandes éruptions stratosphériques, en fait, elles injectent des gaz à haute altitude, c'est ça qui va assurer leur répartition à l'échelle planétaire et donc va conduire à un effet qui ne va pas être localisé uniquement sur une petite zone. Si le panache de SO2 était resté au-dessus des Philippines, il n'y aurait que le climat des Philippines et des régions attenantes qui pourraient être modifiées, mais comme là, on a une répartition par dynamique atmosphérique très rapide, eh bien, c'est ça qui va assurer l'impact important. Alors l'autre paramètre qui est fondamental, c'est le fait que ce gaz, le SO2, va se transformer en particules fines, en particulier de sulfate, qui vont aussi pouvoir être détectés. C'est ce qui a été fait avec d'autres capteurs. Ici, il s'agit encore une fois de cartes en fait satellites qui ont été obtenues à l'époque avec là une autre expérience qui était montée sur un autre satellite de l'époque, satellite URBS de la NASA, avec une vue des concentrations de l'épaisseur optique en fait. Donc il faut voir ça un peu comme la densité des particules fines intégrées sur la colonne stratosphérique en fait ici, en 91, donc avant l'éruption, juste après l'éruption, en juin-juillet, pratiquement ces aérosols ont couvert pratiquement toute la frange intertropicale et en 93, eh bien, on voit pratiquement plus rien, les choses se sont réparties, mais on n'est pas revenu au bruit de fond à la même teneur que précédemment. Donc on a un effet immédiat et une répartition très rapide, en particulier à cause de cette circulation atmosphérique à haute altitude, et le fait que la stratosphère soit beaucoup plus sèche que la troposphère, assure justement la longévité de ces petits aérosols qui vont rester en suspension et pouvoir avoir un effet climatique pendant des années après les éruptions. Alors une autre vue du problème, c'était un autre capteur encore, sur un des satellites américains de la NOAA, qui permettait, là, il s'agit de mesures sur l'épaisseur optique pour toute la colonne atmosphérique, ici en mai 91, et ensuite en juillet 91, après l'éruption. Donc on voit que ces aérosols ont en fait ont été répartis pratiquement dans toute la frange intertropicale. Alors, il n'y avait pas de satellite pour les derniers 2 millénaires. Pour remonter dans le temps plus loin que ça, on est obligé d'utiliser d'autres archives. Mais c'est aussi important de considérer les observations pour les dernières très grandes éruptions stratosphériques pour essayer de mieux comprendre leur effet. Alors, une des archives principales, comme pour les gaz à effet de serre, ça va être les glaces polaires, dans lesquelles on peut reconnaître des cendres volcaniques. Ici, vous avez une photo d'une des carottes récupérées au sommet du Groenland, carotte North Grip, et ce que vous voyez au milieu, c'est pas des saletés, c'est une couche de cendres volcaniques directement. Il y a des petites esquilles volcaniques directement à ce niveau-là, mais généralement, dans les glaces, on ne voit pratiquement rien. Il faut effectivement mesurer le soufre. On peut mesurer directement les teneurs en soufre ou les teneurs en sulfate dans ces glaces polaires pour essayer de reconstituer dans le temps les grandes éruptions. Alors, il y a des décennies en fait de travaux sur le sujet. Ici, vous avez un panneau, en fait 2 panneaux qui présentent en fait les données de mesure au cours du temps pendant les 2 derniers millénaires dans différentes carottes du Groenland. Donc, c'est les 2 couleurs, mais essentiellement les teneurs en sulfure dans les carottes du Groenland, les teneurs en sulfure en soufre, pardon, en Antarctique, et on a donc ces différents pics en fait correspondent à des éruptions majeures, toutes pratiquement identifiées. Il y en a certaines qui ne sont pas encore identifiées, on ne sait pas quel était le volcan qui a produit ces différentes éruptions, mais en particulier le fait de trouver un synchronisme. Ici, par exemple, on va pouvoir retrouver des très grandes éruptions. 1257, c'est la plus grande éruption sur les 2 derniers 1000 ans, c'est l'éruption du Samalas en Indonésie, et qui est la plus grande éruption, donc c'est
le volcan était du côté de l'île de Lombok, et cette éruption, eh bien, on la retrouve à la fois au Groenland et en Antarctique. Par contre, des éruptions qui vont être beaucoup plus locales, régionales, en particulier les éruptions islandaises. On peut, par exemple, regarder 1783, on a une très grande éruption au Groenland. Enfin, les teneurs en soufre sont très importantes, mais par contre, on ne les retrouve pas de l'autre côté de la planète. C'est la signature qu'il s'agit effectivement d'une éruption régionale, et dans ce cas-là, c'était une éruption venant d'Islande, c'est l'éruption bien connue du Laki. Donc toutes ces éruptions, il y a aussi d'autres éruptions, en 1815 que l'on retrouve globalement, l'éruption du Tambora. Alors il y a beaucoup d'outils en fait qui permettent de vérifier la propagation jusqu'à la stratosphère. Il y a des isotopes en particulier. On peut mesurer non seulement les teneurs en soufre, mais on peut mesurer les isotopes du soufre qui permettent de distinguer les aérosols qui sont restés dans la troposphère, des aérosols qui sont montés jusque dans la stratosphère. Donc c'est vraiment d'une complexité pas infinie, mais qui est indéniable. Mais c'est grâce à ces outils que l'on peut reconstituer dans le temps des archives de ce forçage qui va ensuite servir à perturber les modèles numériques. Alors un autre paramètre important, comme je vous l'ai dit, c'est le Soleil directement. Le Soleil fournit en fait l'énergie qui est nécessaire à la dynamique de l'atmosphère et des océans. C'est lui qui met en mouvement tout le système climatique. Et à la distance Terre-Soleil, eh bien, une petite surface de 1 mètre carré reçoit à peu près 1400 watts. Donc on a ce que l'on appelle l'irradiance solaire totale, ou l'éclairement, qui est le terme en français, l'éclairement solaire, ou constante solaire, parce que pendant très longtemps on a cru que c'était absolument constant, et de l'ordre de 1400 watts. Et alors ce que l'on sait maintenant, c'est que eh bien, c'est quelque chose qui varie un petit peu, ça varie pas beaucoup, mais ça varie en particulier lors du cycle de 11 ans. Ici, vous avez une vue, en fait, une photo prise du Soleil avec différentes tâches, pendant un moment où il y avait pas mal de tâches. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à la fois des tâches qui sont plus sombres. Je vous ai parlé de Herschel et de ses observations justement sur les taches solaires, ses essais de corrélation avec le climat. Il avait bien vu en fait que ces taches étaient en fait plus froides, mais en même temps, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait aussi, accompagnant ces taches solaires, qui sont effectivement plus froides que la photosphère. La photosphère est portée à peu près à 5500 degrés. Donc les zones des taches solaires sont plus froides de l'ordre de 1500 degrés, mais il y a, en accompagnement de ces phénomènes de taches solaires, il y a aussi des taches plus brillantes qu'on appelle des facules. Et lorsque l'on tient compte en fait à la fois de l'effet d'assombrissement, c'est ce qui est fait ici sur ce diagramme en fait, qui montre l'effet d'assombrissement des différentes taches solaires au cours de 2 cycles de 11 ans, entre 1976 et 1996, on a 2 effets qui vont en compétition l'un avec l'autre. Un effet d'assombrissement, donc diminution de l'irradiance solaire totale ou de l'éclairement solaire à cause de ces taches, mais aussi un effet des facules qui va augmenter en fait la brillance. Et au final, c'est cet effet-là qui va gagner, qui fait qu'il y a une corrélation positive en fait entre le nombre de taches solaires et l'irradiance solaire totale. Donc, alors, je pourrais vous faire tout un cours pour essayer de faire le bilan justement des différentes observations satellites sur les dernières décennies. On peut regarder non seulement, et on le fait, l'irradiance solaire totale, mais on va regarder aussi le spectre complet, et on peut voir en fait que la variabilité pendant le cycle de 11 ans, par exemple, est plus importante dans les UV que sur l'intégration totale de l'irradiance solaire totale. Mais bon, ce qui est important, c'est que on a une corrélation positive justement entre ce nombre de tâches et l'irradiance solaire totale, qui va être utile parce que on a des informations chiffrées au point de vue de la constante solaire, enfin de sa mesure avec des satellites, que sur quelques décennies. Et pour remonter dans le temps, eh bien, il va falloir utiliser d'autres informations. On a en particulier des observations télescopiques, depuis l'invention de la lunette astronomique, il y a des comptages de taches solaires. Donc, ça a eu lieu à partir de 1610 avec les premières observations, avec Galilée, Scheiner et d'autres encore. Mais en fait, ce nombre de taches solaires, ça va être assez compliqué de le relier à l'éclairement directement. Donc, il y a encore des débats.
Et plus loin, pour remonter encore plus loin que 1600, eh bien, on est obligé d'utiliser d'autres outils, en particulier ce que l'on appelle des isotopes cosmogéniques ou cosmonucléides. Ces cosmonucléides, j'en cite deux ici, le carbone 14 et le beryllium 10, eh bien, ils sont formés par le rayonnement cosmique, mais ce rayonnement cosmique, qui est chargé, va être influencé aussi par le Soleil. Et donc, en mesurant le carbone 14, le beryllium 10 dans certaines archives, en particulier des glaces polaires ou des anneaux d'armes, on va pouvoir reconstituer dans le temps les fluctuations de l'activité solaire et ensuite, avec des modèles astrophysiques, essayer de reconstituer ce qui nous intéresse pour la modélisation, pour le forçage, la TSI, la Total Solar Irradiance, donc l'éclairement solaire total exprimé en watts par mètre carré. Donc là, vous avez, alors il y a un groupe de travail qui s'occupe en fait d'actualiser tous ces forçages, qui régulièrement, pour les modélisateurs, fait un peu un bilan des recherches sur le sujet. Et on est, bon, c'est quelque chose, enfin, c'est un groupe de travail auquel je participe depuis des années et qui est en train de réviser justement toutes ces séries temporelles de variabilité de l'éclairement, du éclairement solaire, des gaz à effet de serre, du volcanisme. Ici, vous avez la vue en fait qui avait été proposée en 2017, qui vous montre en fait les fluctuations ici sur le dernier millénaire de l'irradiance, de l'éclairement solaire total exprimé en watts par mètre carré, avec des fluctuations indéniables, mais surtout un désaccord. Il y avait un désaccord entre différents auteurs, différents groupes ne sont pas d'accord sur l'amplitude, et donc on peut justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut proposer aux modélisateurs deux alternatives. Là, essentiellement, il y avait un cas minimum de changement et un cas maximum, et ces deux alternatives vont pouvoir être introduites dans les modèles pour voir eh bien, les conséquences. Alors, à l'heure actuelle, donc, on est en train de réviser un peu tout ça. Alors, une des constantes en fait de ce domaine, c'est de régulièrement réviser ce que l'on sait sur le sujet. Quelquefois, c'est un peu décevant parce que ici, bon, là, ce que je vous montre, c'est tiré d'un papier justement d'un groupe d'astrophysique qui essaye de convertir les données. Là, il s'agit d'une série temporelle sur les derniers siècles. Donc là, les enregistrements, ce sont essentiellement les taches solaires observées depuis 1610, mais en plus, on peut injecter ce que l'on sait sur les isotopes cosmogéniques, et les différentes courbes, en fait, représentent les différentes courbes d'irradiance solaire totale obtenues par les différents groupes indépendants, avec des amplitudes, comme vous le voyez, qui varient beaucoup, en particulier pour certaines périodes. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle, c'est un minimum solaire, qu'on appelle le minimum de Maunder, qui a lieu au XVIIIe siècle, qui a duré quelques décennies, et donc on n'a pas encore d'accord complet entre les auteurs sur la diminution de l'éclairement solaire total, et donc c'est pour cela que aux modélisateurs, on va leur proposer plusieurs solutions, une maximale, une minimale, pour tester, pour voir quelle est l'influence du choix. Alors, je montre en fait ce diagramme qui est tiré d'une publication pour montrer en fait que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais ce qui était assez inquiétant, c'est de voir que ce que représente le panneau du haut, ce sont toutes les courbes qui avaient été publiées entre 90 et 2011, et là vous avez juste sans tri les courbes publiées de 2012 à 2022, et ce qu'on voit, c'est c'est comme un plat de spaghettis, on a beaucoup de courbes, mais on n'a pas d'accord, et surtout on ne voit pas une réduction de la distance, ou de la différence entre les différentes courbes. Donc ça veut dire qu'en fait il y a aussi des vues un peu différentes, divergentes sur la conversion des différents indicateurs, taches solaires, isotopes cosmogéniques, en termes d'irradiance solaire totale. Mais bon, encore une fois, le groupe de travail qui s'occupe de l'actualisation de ces forçages continue ses travaux, essaye de discuter entre les différents auteurs pour voir si on ne peut pas résoudre en fait ces problèmes. Et une solution, je dirais, simple, c'est aussi de proposer deux courbes pour tester les modèles et voir ce que cela occasionne. Alors c'est ce qui est fait depuis des décennies. C'est un des premiers essais comme ça d'intercomparaison de modèles
pour le dernier millénaire avait été fait dans les années 2000. Et ici, vous avez c'est une vue en fait qui est tirée directement du rapport du GIEC de 2007, donc du 4e rapport, mais c'était déjà utilisé dès le 3e rapport de 2001. Vous avez sur le panneau du haut pour les derniers 1000 ans, alors à l'heure actuelle on va jusqu'à l'an 1, mais le forçage volcanique exprimé ici en watts par mètre carré, hein, on a des diminutions correspondant à chaque éruption majeure. À l'époque, en fait, la façon de traiter la modification par les volcans était extrêmement simple. Ce qui était pris en compte, c'était juste une diminution de l'éclairement. Finalement, on supposait une diminution instantanée exprimée en watts par mètre carré. Donc vous allez voir que ça a progressé depuis. Et d'autre part, il y a des courbes, il y a deux courbes. Il y a des courbes d'irradiance solaire totale. Donc en particulier celle qui est en bleu, c'est une courbe que j'ai publiée en 2000. Et qui a été utilisé pendant des années comme un des standards pour essayer de perturber ces modèles numériques sur les derniers 1000 ans. Et le panneau du bas, en fait, vous présente le résultat des modélisations. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette représentation imagée simplifiée d'un modèle. À l'époque, en fait, les modèles étaient beaucoup plus simples que le modèle qui est représenté ici. C'était ce que l'on appelle des modèles de complexité intermédiaire. Peu importe, mais les différentes courbes présentent en fait les fluctuations pendant les derniers 1000 ans de la température moyenne de l'hémisphère nord, simulée par les modèles en réponse aux forçages qui sont représentés ici. J'ai oublié de vous mentionner le forçage des gaz à effet de serre qui est représenté ici en noir. Donc on voit l'augmentation, on voit que c'est à peu près plat pendant le dernier millénaire, mais surtout on voit l'énorme augmentation depuis un siècle. Donc tous ces facteurs sont pris en compte dans la modélisation et permettent de montrer qu'il y a des fluctuations qui sont en accord entre les différents modèles. Et ce que l'on retrouve, on peut comparer en fait ces différentes modélisations avec les enregistrements paléoclimatiques que j'ai illustrés dans les derniers cours, qui sont représentés ici de façon grisée, avec, il faut regarder la reconstitution la plus sombre, représente en fait finalement la moyenne de ces reconstitutions de changement de température, et on voit aussi que sur le dernier millénaire, je vous l'ai déjà dit, les fluctuations sont relativement faibles. Ici, on est à plus 0,5, moins 0,5 degrés, donc on est toujours à la limite de la faisabilité ou de la détection de ces différents indicateurs paléoclimatiques, à la fois dans les archives et on va voir aussi dans la modélisation. Ce que l'on voit dans les courbes modélisées, c'est qu'on voit des minima de température qui correspondent généralement à des groupes des séries en fait d'éruptions volcaniques importantes. Ici, vous en avez une à peu près vers 1450. On voit que ça correspond aussi à un minimum dans l'irradiance solaire totale. On voit un autre minimum de température ici au début du 19e siècle, qui est en particulier lié à certaines éruptions, dont le Tambora, mais pas que celle-là non plus, et tout ça est concomitant aussi avec un minimum, c'est complètement fortuit, mais ça correspond aussi à un minimum de l'éclairement solaire total, et donc toutes les influences étant cumulées dans ces modélisations font que, on observe dans les modélisations des changements de température qui sont corroborés par les données. Alors, ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est qu'on peut ou pas injecter les forçages. En particulier, ici, vous avez deux types de courbes. Les courbes en trait plein représentent une modélisation où on a tenu compte des gaz à effet de serre anthropiques, et les traits fins représentent les mêmes modélisations sans tenir compte de ces gaz à effet de serre anthropiques. Et on voit, de façon non surprenante, bien que on a une augmentation de température sur le dernier siècle uniquement si on introduit ce CO2 anthropique. Alors ce type de modélisation a été réutilisé, a été construit progressivement pendant les dernières décennies. Ça s'est complexifié de plus en plus. Il y a de plus en plus de groupes de modélisation qui utilisent en fait des modèles beaucoup plus sophistiqués que ce qui avait été fait dans le début des années 2000, mais c'est toujours le même principe. Et au final, ce que l'on retrouve à chaque fois, c'est une période quand même un peu plus froide,
qui correspond peu ou prou au petit âge glaciaire. Et quand on regarde autour de l'an 1000, on est quand même avec des températures un peu plus élevées, correspondant à l'optimum médiéval. Ici, je vous montre en fait la figure équivalente du GIEC de 2013, qui vous montre encore une fois, toujours pareil, ici on démarre à l'an 850, avec des fluctuations à la fois observées, représentées en grisé, et des fluctuations modélisées, avec beaucoup de modèles qui ont été moyennés, et la dispersion que l'on voit, en fait, c'est la dispersion des modélisations, avec, ici, c'est ce que je vous ai dit, les modélisateurs ont utilisé deux solutions pour l'irradiance solaire totale, une maximale et une minimale, qui correspondent donc aux courbes rouges et aux courbes bleues. Et on retrouve, encore une fois, le fait qu'il y a des températures un peu plus froides pendant cette période du petit âge glaciaire et un optimum médiéval centré, autour de l'an 1000 jusqu'à 1250, et une chute de température qui correspond à des événements brefs qui, comme on va le voir, correspondent à des éruptions volcaniques. Alors, il est possible, c'est des choses qui ont été donc modernisées, qui sont devenues de plus en plus sophistiquées. Il y a même donc chaque groupe de modélisation, de façon indépendante, continue à faire ces modélisations, parce qu'encore une fois, ces modèles sont aussi les mêmes modèles qui sont utilisés pour les projections futures, et donc c'est vraiment très important de vérifier que leur comportement sur les derniers millénaires et sur les derniers siècles correspond à la réalité si on veut s'assurer de leur fiabilité pour les projections futures. Donc là, c'est un diagramme, on va dire, actualisé pour un groupe de modélisation, le groupe du National Center for Atmospheric Research dans le Colorado, qui est un des centres de modélisation principaux à l'échelle de la planète, qu'on appelle le NCAR. Et ici, vous avez donc ces simulations. Et chaque groupe de modélisation va pas faire qu'une modélisation, parce qu'il faut tenir compte de la variabilité interne. Les groupes de modélisation vont généralement faire des séries de simulations. Et il faut imaginer en fait que c'est un travail qui est colossal au point de vue informatique. Alors ici, tiré de ce travail à l'époque, une simulation prenait à peu près 50 jours de calcul pour faire une simulation. Et donc là, notre travail a consisté à refaire 30 fois les mêmes simulations avec les mêmes forçages extérieurs alors chaque modélisation, chaque simulation va ressembler aux autres, mais il y a en plus la variabilité interne qui va être différente dans chaque série. Et donc, le fait de faire une trentaine de ces simulations va permettre d'isoler une courbe moyenne, c'est ça qui a été indiqué ici en noir, mais aussi une dispersion qui correspond aux incertitudes ou à la variabilité. C'est pas des incertitudes, en fait, c'est l'ampleur de cette variabilité interne du climat dans le modèle qui fait que chaque simulation va être un peu différente de l'autre. Donc, des temps de calcul qui vont être importants parce que les résolutions spatiales, en particulier ici, vous avez un modèle atmosphérique qui est discrétisé tous les 2 degrés, un modèle océanique couplé tous les 1 degré, et donc on a des coûts en temps de calcul qui vont être importants. Alors, ce modèle du NCAR, ces différentes simulations moyennées, présentes, encore une fois, peuvent être comparées aux reconstitutions, aux différentes archives, c'est ce qui est fait ici, dans ce travail, mais ce que l'on retrouve, encore une fois, c'est autour de l'an 1000 des températures un peu plus chaudes, et ensuite des températures un peu plus froides, mais l'amplitude n'est pas très, très importante, hein, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de degrés pour plonger vers ce petit âge glaciaire avant la remontée du dernier siècle. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les modèles, c'est qu'on peut comme je vous l'ai dit, introduire plusieurs solutions pour les différents forçages, un forçage maximum ou minimum suivant les hypothèses que l'on fait, mais on peut aussi introduire dans le modèle à la fois tous les forçages en même temps, et en même temps, ou séquentiellement, on va dire, introduire les forçages un par un, pour essayer de distinguer leur influence respective et de distinguer ceux qui ont une influence majeure de ceux qui ont une influence secondaire. Alors c'est ce qui a été fait en particulier par ce groupe du NCAR. Vous avez ici, donc, alors, comme il y a beaucoup de courbes, toutes les courbes sont un peu écrasées, mais on retrouve ici la courbe bleue qui représente les fluctuations pendant le dernier millénaire simulées à partir de tous les forçages. Tous les forçages ont été introduits, on retrouve
l'optimum médiéval et des températures un petit peu plus froides, à chaque fois avec des coups de froid qui correspondent aux éruptions, pendant le petit âge glaciaire. Et ici, ces différentes séries vous montrent en fait des calculs où on ne prend qu'un seul des forçages. Donc au bout du compte, donc on a à la fois les gaz à effet de serre, on voit qu'ils sont importants uniquement pour la partie récente. Le forçage solaire, il est un peu important pour la partie du petit âge glaciaire, mais finalement, il est assez peu, son amplitude n'est pas très importante. L'essentiel est effectivement lié au forçage volcanique, en particulier à ces groupes d'éruptions qui ont eu lieu pendant le petit âge glaciaire. Chaque petite diminution, refroidissement qui peut être conséquent à l'échelle de la planète est lié à des groupes d'éruptions. Alors, ce qui est ici, on a aussi l'effet de l'utilisation des sols par l'homme. On voit que c'est important uniquement dans les derniers siècles, mais on n'a pratiquement pas d'influence sur le dernier millénaire. Et la dernière courbe ici est utile parce qu'elle représente une simulation mais sans forçage. C'est-à-dire que là, ça représente une réalisation du climat de la Terre numérisé avec des fluctuations purement internes. Donc on voit que ces fluctuations purement internes, qui sont liées aux propriétés de ces différentes enveloppes et de leurs interactions, sont pas négligeables, ce qui fait qu'une partie en fait de ces variations sont liées aussi à cette dynamique interne. Donc c'est important de faire plusieurs simulations pour essayer de distinguer les événements, ou les changements qui sont forcés de ceux qui sont purement liés à la variabilité naturelle. Alors avec ces modélisations, il est possible aussi de considérer certains aspects qu'on a évoqués dans les précédents cours. Je vous ai parlé de la banquise, du fait que les reconstitutions paléoclimatiques de la banquise montrent qu'il y avait plus de banquise pendant le petit âge glaciaire par rapport à l'optimum médiéval. Alors c'est effectivement ce qui est vu, en particulier avec ce modèle. Ici, vous avez deux cartes qui présentent à la fois pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud la différence entre l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire, ce qui fait que pratiquement toutes les couleurs ici sont représentées négativement parce qu'il y avait moins de glace pendant l'optimum médiéval que pendant le petit âge glaciaire. Et donc, on voit très nettement où était cette augmentation pendant le petit âge glaciaire de cette banquise, notamment en Atlantique Nord. On voit que ça a dû affecter, en fait, aussi les populations tout autour de l'Atlantique Nord, comme on le verra dans la suite du cours. Alors, il est possible aussi d'aller plus loin dans ces comparaisons. Ici, vous avez, encore une fois, les résultats du groupe du NCAR, donc du Colorado, avec ce modèle CESM, et cette moyenne qui représente en fait une moyenne d'une trentaine de simulations, a pu être comparée, c'est ce qu'ils ont fait dans leur travail, avec d'autres modélisations obtenues par d'autres groupes de modélisation. En particulier, vous avez différents codes qui correspondent aux différents petits noms des différentes versions des modèles utilisés, mais essentiellement, c'est les modèles qui ont été constitués par des groupes, en particulier le groupe anglais du Hadley Center, de l'IPSL en France, du Max Planck, de l'Institut Max Planck de Hambourg, de l'Institut de la météorologie au Japon, du groupe de Pékin aussi pour le dernier. Et donc, on a une correspondance approximative, en fait, mais qui est relativement bonne, entre ces différentes modélisations. Mais on voit aussi que il y a quand même une dispersion. Alors ici, il s'agit de comparaison d'anomalies de température de la moyenne estivale qui bouge un peu plus en fait que la moyenne annuelle, mais on retrouve encore une fois, à la fois dans les données du NCAR modélisées et dans les autres modélisations par les autres groupes, une période un peu plus chaude, autour de l'an 1000, optimum climatique, et une grande période avec des à-coups, communément appelés le petit âge glaciaire. Alors, ces comparaisons de modèles, en fait, sont intégrées, sont utilisées et sont complétées maintenant par des groupes internationaux. En particulier, il y a un groupe d'intercomparaison des modèles, le groupe CEMIP-PEMIP, qui régulièrement
fait une actualisation de ces comparaisons de modèles pour des forçages communs, à la fois en paléoclimatologie et pour le passé récent. Donc le projet CMIP, ça veut dire Coupled Model Intercomparison Project, et PMIP, c'est Paleo Model Intercomparison Project. Mais il faut imaginer donc que les différents groupes se rencontrent et essayent de comparer leurs sorties de modèles obtenues avec les mêmes forçages, avec les mêmes conditions aux limites, pour véritablement faire des comparaisons qui sont utiles. Alors là, on ne voit pas le détail de ces différentes courbes, mais ces différentes courbes en fait présentent toutes les modélisations obtenues par PMIP et synthétisées par ce groupe ici en 2015, mais encore une fois, c'est des choses qui ont été actualisées depuis, avec différentes régions, ici pour l'Arctique, pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, etc. Donc toutes les courbes correspondent à la moyenne pour un modèle. Ici, vous avez toute la liste des modèles allemands, américains, japonais et autres qui ont été utilisés et qui permettent, tout est ensuite représenté de la même façon sous forme d'anomalies de température en degrés Celsius. Et alors il faut encore une des constantes, c'est qu'il y a un accord relativement bon entre les différentes modélisations, mais on voit aussi que le signal est relativement faible, c'est-à-dire que les changements de température s'accordent pour montrer, dans les différentes modélisations, pour montrer que ces fluctuations sont finalement assez faibles, pratiquement moins de 1 degré entre les maxima et les minima. Donc, il est clair que pour essayer de comprendre les choses, les scientifiques, les modélisateurs vont regarder les choses dans le détail, vont pouvoir régionaliser ces comparaisons, vont essayer de comprendre, de comparer aussi la façon dont les modèles sont construits. Ils sont tous un petit peu élaborés de la même façon, mais en même temps, il y a des innovations dans chaque groupe qui complexifient et qui rendent les modèles de plus en plus performants. Et donc, ces comparaisons peuvent être faites. Ici, je vous en présente une qui représente justement les températures estivales en Europe, qui sont à la fois modélisées par le groupe PMIP avec différentes solutions pour l'irradiance solaire totale, et les températures estivales bougent beaucoup plus en fait que les températures de la moyenne annuelle. Et ce que l'on peut voir en fait, c'est ce qui est comparé, c'est une bonne correspondance entre ces séries modélisées, encore une fois exprimées sous forme d'anomalies de température estivale, au cours du temps pour la zone européenne. Donc là, on a utilisé uniquement une partie des résultats en comparaison avec des séries temporelles complètement indépendantes qui sont des archives paléoclimatiques, notamment les cernes d'arbres. Donc on a un accord et on voit des à-coups en fait, qui correspondent entre les deux types de reconstitution pour retrouver globalement autour de 2000 ans Nopt Optimum, l'OCM ou MCA en anglais, et le petit âge glaciaire, ou LIA en anglais. Alors, je vous ai parlé, quand je vous ai montré les différentes reconstitutions réalisées à partir des cernes d'arbres, je vous ai parlé du réchauffement récent qu'on peut essayer de détecter dans ces séries temporelles, notamment lorsque l'on considère les séries temporelles et qu'on les régionalise. On sépare les anneaux d'arbres, notamment de l'Arctique, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Asie, etc., dans les différentes régions du monde, pour aller jusqu'à l'hémisphère sud. Alors là, il n'y a pas d'arbres, là, il s'agit de carottes de glace. Et une des conclusions, c'est que le réchauffement récent, en fait, débute dès le début du 19e siècle. C'est la petite barre qui vous est indiquée ici. Et de façon un peu plus tardive, apparemment, pour l'hémisphère sud. Et pas encore, finalement, au niveau de l'Antarctique. Alors, ce sont des choses qui peuvent être aussi répliquées, que l'on peut tester, que l'on peut calculer avec les modèles. C'est ce qui a été fait ici. Ici, vous avez, pour les mêmes régions, Arctique, Europe, Asie, etc., les barres bleues qui présentent en fait le moment, enfin le début du réchauffement détecté par une rupture de pente dans l'évolution de température, simulée pour la période de 1700 à 2000,
en comparaison avec les petites barres rouges que je vous ai montrées qui sont liées aux archives. Donc les petites barres grises ici sont les barres rouges montrées auparavant, et les barres bleues correspondent en fait aux résultats dans les modèles. Et donc, bon, de façon globale, on voit qu'il y a à peu près accord entre les modélisations et les reconstitutions temporelles dans les archives, pour dire que le début du réchauffement intervient dès la première moitié du XIXe siècle, mais on voit aussi qu'il y a un désaccord, en particulier pour l'hémisphère sud. On voit que les modèles prévoient que le réchauffement a bien débuté, doit débuter, ou aurait dû débuter dès le début du 19e, alors que les observations montrent que c'est un peu retardé. Alors il y a plusieurs explications. On peut très bien imaginer qu'il y a des incertitudes aussi, comme on l'a vu dans les enregistrements climatiques, et on peut aussi imaginer que la variabilité naturelle dans la modélisation est finalement peut-être sous-estimée, ce qui fait que le rapport signal sur bruit n'est pas le même que dans les vraies archives qui documentent l'évolution du climat terrestre. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'on a un retard dans ces augmentations de température observées par rapport à celles qui ont été modélisées. Mais globalement, on retrouve finalement que le réchauffement débute aussi au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, et pour être exacerbé pendant les dernières décennies. Alors, je vous ai parlé dans les reconstitutions paléoclimatiques de certaines oscillations du climat. En particulier, je vous ai parlé des oscillations australes, ENSO, nord-atlantique. Dans ces modélisations, il est possible aussi d'essayer de les considérer, parce qu'elles sont effectivement modélisées. Ici, vous avez deux séries temporelles issues du même modèle du NCAR, avec les oscillations NAO, nord-atlantique, ENSO, donc beaucoup de fluctuations. On ne voit pas vraiment de changement de façon évidente entre l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire. Bien évidemment, il faut faire des statistiques et être beaucoup plus précis, donc il faut faire aussi des lissages et essayer de considérer les choses dans le détail. C'est ce qui a été fait. Ici, vous avez ces mêmes variations de la fréquence et de l'amplitude de ces oscillations NAO et ENSO dans cette modélisation, dans cette série de modélisations du NCAR, comparées aux données d'observation. Donc, le panneau du haut vaut pour la NAO, pour l'oscillation nord-atlantique. Donc, ce qui est modélisé ici, la série qui est représentée en noir représente la modélisation, alors que les autres courbes représentent, avec des couleurs, des codes de couleurs, les différentes reconstitutions dont je vous ai parlé, notamment celle, je vous ai parlé d'une reconstitution qui suggérait que pendant l'optimum médiéval, on aurait eu une situation en blocage en phase positive de la NAO. C'est quelque chose que l'on ne retrouve pas en fait dans la modélisation, dans cette modélisation. De même, pour l'ENSO, on a la courbe noire qui globalement présente des fluctuations, mais on n'a pas vraiment de changement de ligne de base, à part pour les dernières décennies. Alors, ceci est différent effectivement de ce qui avait été reconstitué, notamment en 2009, à partir des séries d'anneaux d'arbres sur le continent, avec cette courbe en rouge qui présente effectivement une diminution plutôt de ces situations La Niña reconstituées à partir des anneaux d'arbres. Alors c'est quelque chose qui avait été pris en compte en fait, ces séries et cette reconstitution observée de l'ENSO pendant le petit âge glaciaire et pendant l'optimum climatique médiéval, pour le rapport du GIEC de 2013. Ici, vous avez une carte en fait, qui représente les anomalies de température observées. Et ce qui est présenté, c'est une carte en fait, de différence entre l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire. Donc toute la carte est globalement rouge, ça veut dire qu'il faisait un peu plus chaud pratiquement partout, sauf en fait dans la frange tropicale pacifique, ce qui était... c'était ce qui avait été suggéré à l'époque, lié à une situation avec un blocage en phase La Niña,
C'est ça qui avait été proposé à l'époque, donc ça avait été publié en 2009, ça avait été repris sous forme de carte dans les rapports du GIEC de 2013, et dès cette époque, en fait, il était clair que c'était quelque chose qui n'était pas observé dans les modélisations. Vous avez directement là dans cette carte la moyenne des changements de température entre l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire pour les modélisations PMIP forcés avec les forçages tels qu'ils étaient connus à l'époque, et globalement, on retrouve essentiellement que l'optimum était plus chaud que le petit âge glaciaire, avec toutes les modélisations et partout sur la planète. Donc une situation beaucoup plus simple. Cette divergence, en fait, illustre qu'il y a encore beaucoup de choses à essayer de comprendre dans ces modélisations et dans ces comparaisons entre les données et les modèles. Alors, je vais vous illustrer en fait les choses de façon peut-être un peu plus complexe, mais pour vous montrer que c'est quelque chose qui continue. C'est-à-dire qu'on peut se satisfaire approximativement des résultats actuels, ou on peut essayer de creuser, essayer de voir s'il y a effectivement des divergences entre les reconstitutions et pourquoi ces divergences interviennent, en essayant de considérer à la fois les données et les modélisations. Alors, c'est ce qui est fait en particulier depuis pas mal d'années, que les scientifiques se focalisent en fait sur l'effet du volcanisme, sur apparemment une divergence entre les refroidissements qui sont modélisés par rapport aux refroidissements reconstitués par les séries temporelles d'archives paléoclimatiques. Alors il y a toute une littérature sur le sujet. Un des articles importants vient encore une fois de Michael Mann en 2012, qui montrait de façon convaincante en fait qu'il y avait effectivement un gros problème lorsque l'on compare en fait les séries temporelles de reconstitution de température exprimées en anomalies de température au cours du temps, en particulier pour la période de 1850 à 2000 ou pour la période plus ancienne entre 1200 et 1900. Eh bien, on a une divergence entre les séries temporelles observées, paléoclimatiques, essentiellement les cernes d'arbres, qui sont représentées ici en noir, ici en bleu, et les modélisations représentées en rouge et en orange, qui présentent des refroidissements beaucoup plus nets. Ici, en particulier pour cette fameuse éruption du Samanas en 1257, qui est la plus grande éruption en fait pendant les 2 derniers millénaires, ou l'éruption ici du Tambora de 1815, on retrouve des refroidissements qui sont beaucoup plus importants dans les modélisations par rapport aux reconstitutions. Alors, l'hypothèse en fait qui a été faite par Mann à l'époque, c'était d'incriminer finalement les cernes d'arbres qui ne répondraient plus lorsque les températures baissent trop, en fait, donc une non-linéarité des relations utilisées entre la réponse des arbres par rapport à la température. Donc c'est ça l'hypothèse qui avait été proposée à l'époque, donc une sensibilité réduite des arbres. Donc le coupable là, à l'époque, c'était essentiellement les séries observées, ne seraient pas justes, alors que la modélisation était considérée comme plus exacte. Et il y a un autre effet aussi qui est fondamental aussi, c'est que les séries temporelles dans le temps, il faut qu'elles soient très bien synchronisées. Donc il faut que la chronologie soit absolument exacte pour qu'on aligne bien les changements de température correspondant à ces éruptions qui sont instantanées. C'est-à-dire que si on se trompe de 5 ans sur la chronologie d'une série temporelle dans des carottes de glace ou dans des cernes d'arbres, eh bien, c'est raté. C'est-à-dire quand on va faire des moyennes avec d'autres archives, on va finalement lisser le phénomène. Donc, il y a beaucoup de complications, en fait, dans ces archives paléoclimatiques qui peuvent expliquer aussi des problèmes dans ces reconstitutions. Mais à l'époque, donc, l'hypothèse, c'était que c'était probablement la faute, en fait, des archives paléoclimatiques. Alors, c'est quelque chose qui a été pas mal étudié. Ici, vous avez directement tiré du rapport du GIEC de 2013 un panneau, en fait, un graphique qui présente le problème de façon imagée, où les chercheurs ont en fait superposé les différentes éruptions, toutes les éruptions du dernier millénaire, qui ont différentes amplitudes au point de vue de leur forçage volcanique, exprimé ici en watts par mètre carré. Donc à chaque fois c'est négatif parce qu'on a un effet de refroidissement, donc on diminue le forçage, on a une diminution exprimée en watts par mètre carré à cause de ces différentes éruptions qui n'ont pas la même amplitude. Elles sont toutes synchronisées
à zéro ici, l'échelle temporelle n'est plus une échelle temporelle réelle, tout est normalisé par rapport à la date de l'éruption, et ce qui est considéré, c'est ensuite l'influence que ça a sur les indicateurs paléoclimatiques qui sont représentés ici avec la courbe noire, la courbe grise, avec une enveloppe, avec une incertitude, et d'autre part, les séries modélisées qui sont représentées ici par la courbe rouge, avec ces incertitudes. Donc on pourrait être content de ce résultat en se disant qu'on simule, tous les modèles globalement simulent un refroidissement de l'ordre de quelques dixièmes de degrés, et dans les incertitudes, on est à peu près bon, mais les chercheurs ont continué à être inquiets par ce décalage, par le fait que le refroidissement était un peu plus important dans les séries modélisées par rapport aux séries observées. Ce qui a été fait, en fait, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de mieux modéliser l'influence climatique des éruptions volcaniques, notamment en tenant compte directement et en simulant dans le modèle les aérosols soufrés. Donc, au lieu de faire des suppositions assez simples, des paramétrisations assez simples de l'effet radiatif exprimé en watts par mètre carré, tout à fait au départ, les gens supposaient que c'était équivalent à une diminution de l'éclairement solaire à cause des réflexions. Et maintenant, il y a des modèles qui couplent des modèles d'aérosols, de formation d'aérosols depuis le SO2 jusqu'à leur transformation, il y a plusieurs transformations qui peuvent intervenir, jusqu'à la sédimentation par gravité. Et donc ce modèle ou ces modèles peuvent être couplés au modèle climatique. Donc ça, c'est un exemple de papier publié où justement les auteurs ont essayé de refaire les calculs en se focalisant sur l'éruption du Tambora, en partant du constat de départ que les modèles, les séries de modèles PMIP montrait un refroidissement plus important qui pouvait aller jusqu'à moins 2 degrés pour l'éruption dans les séries modélisées par rapport aux séries observées qui, elles, étaient inférieures au degré. Donc on retrouve encore une fois le problème, mais là spécifiquement pour l'éruption récente du Tambora. Et ce qui a été fait par les modélisateurs de l'IPSL, c'est coupler en fait leur modèle avec un module qui simule effectivement les aérosols dans pas toute leur complexité, mais en améliorant en fait leur représentation. Et dans ce cas-là, eh bien, ils ont pu montrer que le refroidissement était effectivement moindre. C'est-à-dire qu'on arrive en complexifiant et en allant plus loin dans la compréhension de la modélisation, qui coûte beaucoup de temps de calcul aussi, beaucoup d'efforts de modélisation, on arrive à expliquer cette divergence et à trouver des choses qui deviennent de plus en plus cohérentes. Alors, il y a ces choses, cette prise en compte en fait de la complexité des forçages et de leur modélisation, elle progresse encore, et notamment pour ce qui concerne le volcanisme. Ici, je vous présente en fait un diagramme qui vous montre en fait, qui est un peu équivalent à ce que je vous ai montré au départ avec les carottes du Groenland et de l'Antarctique avec ces différents pics de soufre, mais qui vous montre en fait que les différentes éruptions que l'on considère, ici depuis l'an 1 jusqu'à 2000, avec des éruptions dont on a parlé, les éruptions du Tambora, l'éruption du Samalas en 1257, etc. Toutes ces éruptions ne sont pas équivalentes en fait. Et en plus, elles ont des latitudes d'injection qui vont être différentes. Essentiellement, les très grandes éruptions sont situées dans la frange intertropicale, mais il y a eu aussi des éruptions importantes à haute latitude. Ici, bon, vous avez tout est classé en bandes de latitude, c'est pour ça qu'on a des bandes, mais je vous ai parlé de l'éruption du Laki en Islande, donc elle est située tout en haut. Ces éruptions sont intertropicales et sont importantes, et ces différentes éruptions n'ont pas injecté la même quantité en fait de soufre. Toutes ces éruptions sont classées en fonction la taille des cercles ici ou des ellipses correspond à l'injection exprimée en téragrammes de soufre pour chaque éruption. Donc il faut de plus en plus tenir compte de la complexité non seulement de l'injection, mais il faut prendre en compte la saison aussi d'injection,
suivant la période de l'année, les échanges entre la stratosphère et la troposphère vont être différents, mais aussi l'altitude d'injection du panache, le flux de soufre, ainsi que la latitude, la localisation exacte du volcan. Et encore, sur ces échelles de temps, on a encore certaines éruptions qui sont détectées dans les carottes de glace polaires, mais dont on n'a pas encore identifié les volcans sources. C'est pour ça que certaines éruptions ici sont qualifiées de unidentified, donc on ne sait pas d'où ça vient, et régulièrement, en fait, il y a identification de ces différents volcans. Alors, dans les modèles de plus en plus couplés entre climat et formation d'aérosols, il est possible, en fait, d'injecter, pour voir, en fait, la conséquence que ça peut avoir, d'injecter des panaches équivalents à différentes latitudes. Donc là, il s'agit pas d'une représentation réaliste, mais on peut distinguer deux types d'éruptions. C'est ce qui a été fait par le groupe ici du Max Planck de Hambourg, avec une injection équivalente de soufre, mais pour des volcans à la fois situés à basse latitude, vers l'équateur, et pour une injection beaucoup plus haut en latitude, vers entre 50 et 60 nord. Donc les deux panneaux correspondent à la teneur en soufre à différents moments après l'éruption. Donc le moment 0, c'est le moment de l'éruption, mais ensuite la répartition de ce soufre va se faire suivant la localisation géographique, et on voit très nettement que les éruptions qui vont être tropicales ou intertropicales vont pouvoir avoir une influence globale, vont pouvoir se répartir à l'échelle de la planète, alors que des éruptions qui vont être localisées à haute latitude, elles vont être confinées et rester finalement dans un hémisphère. Donc vont pouvoir avoir un impact important sur le climat de l'hémisphère nord, mais ne pas en avoir sur l'hémisphère sud. Il y a un autre paramètre qui est très important, c'est l'altitude d'injection. Ici, vous avez plusieurs petites courbes qui vous présentent en fait la même injection à 56 nord, injectée soit à une altitude correspondant à 30 hectopascales, c'est-à-dire plus de 20 km, et une altitude qui est un peu plus de 10 km, 150 hectopascales. Et on voit en fait que le soufre en fait va disparaître beaucoup plus rapidement lorsque l'éruption ne monte pas très haut dans l'atmosphère, parce que les aérosols vont être pris dans la circulation troposphérique et vont partir avec les pluies. Donc on a un effet de lessivage de ce soufre qui est beaucoup plus rapide lorsque l'injection est à basse altitude. Pour véritablement avoir un impact global et qui perdure, il faut injecter très haut dans la stratosphère, monter au moins à 20 km. Et ça, il faut pouvoir essayer de le reconstituer dans le temps, ce qui n'est pas si aisé que ça. Alors, les modélisateurs, en fait, essayent aussi d'intercomparer leurs modèles couplés, aérosol, atmosphère. Ils le font dans le cadre de programmes, en fait, de comparaison. Là, bon, de façon simplifiée, assez triviale, le programme s'appelle VolMIP. VolMIP, ça veut dire Model Intercomparison Project, le projet d'intercomparaison des modèles pour les volcans. Dans ce cas-là, ce qui est fait, c'est de faire des simulations avec des injections génériques pour comparer l'épaisseur optique ou les teneurs en sulfate stratosphérique après une éruption. Alors on peut soit faire une éruption idéale en disant voilà c'est le temps zéro, soit on peut essayer de simuler de façon plus explicite une éruption particulière, en particulier notamment celle du Tambora en 1815 ici. C'est ce qui est fait pour ce travail, qui est une compilation des résultats des différents modèles qui simulent justement ce couplage entre modèles atmosphériques et modèles d'aérosol à la même injection correspondant à l'éruption du Tambora. Et ce que l'on peut voir, c'est que tous les modèles montrent en fait une grosse augmentation pendant plusieurs années de l'épaisseur optique de ces aérosols. C'est ça qui va affecter le climat, mais on voit aussi qu'il y a une très grosse divergence entre les différents modèles. On peut voir par exemple ici que le modèle américain là, du NCAR, c'est le modèle bleu, est très différent du modèle français ici, LMDZ. Donc on s'attend à avoir des réponses climatiques qui vont être très différentes entre les deux modélisations, rien qu'à cause justement de ce traitement de la modélisation des aérosols soufrés. Alors c'est ce type en fait
de comparaison a pu être aussi prise en compte pour comparer justement les modèles qui tiennent compte complètement du cycle du soufre en partant du SO2 ou en paramétrisant de façon plus simple en fait les aérosols. Et globalement, un des messages, c'est qu'il faut effectivement aller jusqu'à la représentation complète de ces aérosols depuis leur formation à partir du SO2 pour obtenir une bonne correspondance avec les séries temporelles observées qui sont résumées toujours sur ces petits diagrammes qui représentent comme ça des modélisations après l'année de l'éruption, qui sont représentés ici avec des pointillés qui représentent les archives paléoclimatiques avec des changements de température qui sont relativement faibles par rapport à certaines modélisations. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de consensus puisque certaines modélisations complètes présentent en fait des changements de température qui sont faibles, mais par exemple ce grand changement de température a été réalisé avec un modèle complet qui simule justement ce cycle du soufre. Donc encore beaucoup de travaux en fait pour les nouvelles générations de modélisateurs et qui montrent qu'en fait que l'état du sujet est encore un verre à moitié plein. Mais alors on pourrait considérer qu'il s'agit de choses anodines, mais comme ces modèles sont aussi utilisés pour les projections futures et que les aérosols sont tout à fait importants dans ces projections, les tests justement sur le dernier millénaire servent justement à améliorer ces modélisations, et donc c'est une des justifications de tous ces travaux. Alors un autre débat sur ces modélisations de l'effet des volcans concerne en fait des observations qui avaient été faites directement après l'éruption du Pinatubo sur le refroidissement à l'échelle de la planète. Alors ici vous avez une vue en fait qui reconstitue en fait les changements de la température en été, donc juin, juillet, août 92, donc un an après l'éruption du Pinatubo. On voit que généralement il fait plus froid, donc un effet direct de l'éruption et de ces aérosols, essentiellement par écrantage et par effet d'albédo. Mais par contre, de façon assez surprenante, la situation était beaucoup plus contrastée en hiver, avec notamment sur l'Europe un réchauffement tout à fait contre-intuitif et surtout une disposition avec une espèce de quadrupôle, avec un réchauffement sur le continent nord-américain, un refroidissement très conséquent ici sur la mer du Labrador et le Groenland, et un refroidissement apparemment important aussi sur la zone méditerranéenne. Tout ça ressemble en fait à un quadrupôle, au quadrupôle que je vous ai décrit quand je vous ai parlé de l'oscillation NAO. Et donc une des hypothèses en fait, c'est que le volcanisme en fait affecte l'oscillation NAO. C'est l'hypothèse qui a été proposée à l'époque et qui a été ensuite étudiée à la fois dans les modélisations et pour les autres éruptions. Ici, vous avez des cartes un petit peu équivalentes pour les anomalies de température pour la saison froide. Donc là, c'est pas uniquement l'hiver, c'est des cartes de moyenne de température pour la période d'octobre à mars, pour les grandes éruptions, donc pas seulement le Pinatubo, qu'on retrouve ici, mais pour El Chichón, qui a eu lieu en 82, pour le Krakatoa en 1883, et pour une autre des très grandes éruptions récentes, l'Agung, en 1963. Et pratiquement à chaque fois, mais pas à chaque fois finalement, on retrouve des choses assez compliquées, un réchauffement sur le nord de l'Europe à ce niveau-là, pareil pour El Chichón, mais par contre pour l'Agung, on n'a pas du tout la même situation. Donc, encore une fois, une hypothèse qui demande à être complétée et vérifiée dans les modèles. Alors, bon, je ne vais pas faire beaucoup de détails puisque je vois que le temps passe, mais l'hypothèse est que le forçage volcanique favoriserait effectivement une phase de la NAO positive dans les modèles climatiques, et c'est ça qui a été en fait testé et qui a été finalement vérifié. C'est-à-dire qu'il y a dans plusieurs modèles, depuis notamment les modélisations effectuées par la NASA ici en 2004, ici vous avez une synthèse des modèles PMIP publiée en 2016, mais la phase CMIP 5, avec différents modèles qui ont été moyennés.
qui présente justement, de façon assez surprenante, contre-intuitive, un réchauffement sur toute la zone européenne. Le mécanisme intime, en fait, est lié à un mécanisme qui est qualifié de top-down, c'est-à-dire que ce serait lié au chauffage différentiel de la stratosphère entre les basses latitudes, là où l'éruption est confinée, essentiellement pour les éruptions comme celle du Pinatubo, ou les très grandes éruptions comme le Tambora, et un effet de chauffage différentiel dans la stratosphère qui se répercute en fait sur la circulation atmosphérique, sur le vortex polaire, sur le courant de jet, et qui, in fine, affecte la troposphère. Donc on a un mécanisme top-down, c'est-à-dire de la stratosphère vers la troposphère. Je ne vais pas entrer dans les détails par manque de temps, mais certains modèles en fait produisent cet effet, mais cet effet n'est pas forcément très conséquent au point de vue de la variabilité naturelle qui peut être plus importante et masquer en fait le phénomène. Donc on a l'impression, en fait, c'était l'état des lieux en 2016, que lorsque l'on fait la moyenne de tous les modèles, on retrouve finalement cette disposition avec un réchauffement hivernal pendant les quelques années après l'éruption, mais il est clair que certains autres modèles, faire des moyennes, c'est un peu comme un arbre qui cache la forêt, on peut très bien avoir des divergences entre les modèles qui ne se retrouvent pas dans l'effet moyen, et c'est en regardant aussi ces effets spécifiques dans certains modèles qu'on peut essayer de comprendre un peu mieux, et au même titre qu'on l'avait vu pour la modélisation de ces aérosols dans la stratosphère, ce problème en fait du réchauffement hivernal est toujours en suspens. Il y a encore beaucoup de travail à faire en modélisation pour essayer de comprendre, et ça va passer essentiellement aussi par une complexification de la modélisation. Alors, pour la fin du cours, en fait, je voulais vous montrer en fait une autre voie qui est utilisée maintenant aussi en modélisation. La première voie pour essayer de comprendre les divergences entre les observations et les modélisations, c'est d'essayer de reconsidérer à la fois les archives paléoclimatiques. Elles peuvent être en erreur. C'est pour ça que la paléoclimatologie est vraiment une science de la redondance. On va essayer de calculer les mêmes paramètres climatiques des paléotempératures avec différents indicateurs pour essayer de vérifier, de croiser les informations et obtenir des moyennes de plus en plus fiables, d'améliorer aussi les fonctions de calibration de tous ces indicateurs empiriques. Et d'autre part, on peut essayer aussi de complexifier la modélisation. Je vous ai cité l'exemple justement des aérosols volcaniques qui est tout à fait typique. C'est en prenant compte un module de modélisation explicite des aérosols et en le couplant avec l'atmosphère que l'on peut mieux comprendre. Mais à chaque fois, le gros défaut, c'est que ça alourdit en fait la modélisation. Il y a beaucoup d'innovations à apporter dans cette modélisation, et il y a beaucoup de temps de travail et de temps de calcul aussi, parce que le modèle qui est couplé entre un module aérosol et un modèle climatique va coûter beaucoup plus de temps de calcul et va obliger en fait les modélisateurs à refaire tous leurs calculs de façon explicite. Alors, une autre approche du problème de la divergence apparente, pas complète, mais des différences entre les données et la modélisation, est ce que l'on appelle l'assimilation de données. Alors, l'assimilation de données, je vais pas faire un cours sur ces aspects, mais il faut savoir en fait que c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, notamment pour la prévision météorologique opérationnelle, qui tient compte en fait en permanence des observations. Ici, c'est un panneau qui simplifie à l'extrême cette approche en fait d'assimilation de données dans les modèles de prévision météorologique. Imaginez donc un paramètre climatique, ça peut être la température, qui évolue dans le temps de façon parfaite ici, truth. Donc la courbe en pointillé montre l'évolution de la température au cours du temps. Et à chaque pas de temps, qui correspond à une situation météorologique précise, eh bien, le modèle va faire un calcul, par exemple ici pour le temps T2, va faire un calcul, et donc c'est une prévision, mais ensuite c'est une prévision qui a été établie au temps T1, cette prévision elle a été établie au temps T1, mais on peut la comparer lorsque l'on est au temps T2.
on peut la comparer directement avec les données qui sont représentées, les données observées, météorologiques, de la température du lieu précis qui est concerné par ce diagramme, et voir qu'il y a effectivement une divergence entre la prévision et la donnée météorologique mesurée. Donc, si l'on tient compte, bien évidemment, de la précision, eh bien, on peut essayer de corriger, c'est ça qui est fait en assimilation de données, on va pouvoir corriger, en fait, la prévision et ramener, en fait, cette prévision avec un état initial pour, qui va être intermédiaire entre les données observées et les données qui ont été prévues, pour tenir compte justement de ce désaccord qui va être observé tout au long de ces prévisions progressives. Et au temps T2, lorsqu'on va faire une nouvelle prévision météorologique, qui va être située ici, au temps T3, eh bien, on va supposer un état initial non pas tiré uniquement de la prévision au temps T2, mais de cette correction basée sur les observations en temps réel qui arrivent, puisque, bien évidemment, chaque situation météorologique prévue, elle est vérifiée un jour après par les services météorologiques. Donc, de façon quasi continue, en fait, on peut améliorer, c'est ce qui est fait, en fait, améliorer les prévisions en tenant compte en permanence, en assimilant les données et en corrigeant les prévisions en tenant compte des observations a posteriori. Donc, on a un petit schéma comme ça d'assimilation de données où les prévisions, forecast en anglais, vont servir à modifier, en fait, pas à pas, la modélisation pour ensuite actualiser le modèle et faire de meilleures prévisions continuellement. Alors, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé a posteriori. En fait, les modèles numériques peuvent être aussi utilisés a posteriori pour compléter et corriger les champs de données. Donc, il faut imaginer que la météorologie et la climatologie est basée, en fait, sur des séries de données qui peuvent être spatialisées, mais ces séries de données, elles peuvent avoir des trous. Hein, là, j'ai tiré ça directement d'une représentation imagée que j'aime bien, provenant du grand groupe de modélisation météorologique anglais, qui représente en fait pour chaque pas de temps la carte d'un paramètre, on peut dire la température, comme une carte qui a des trous, parce que les séries de mesures, même aujourd'hui, présentent des imperfections. On peut avoir des nuages et ne pas pouvoir faire des mesures ici ou là, et donc on va avoir des séries ou des cartes de paramètres climatiques qui vont être trouées avec des pièces de puzzle qui manquent. Et en fait, a posteriori, en fait, les mêmes modèles numériques peuvent ensuite être utilisés pour corriger, compléter ce que l'on appelle, enfin, le terme consacré, c'est réanalyser les champs de données dans l'espace et le temps. Donc en fait, au final, ce que l'on appelle des réanalyses sur le dernier siècle, tient compte en fait de toutes les mesures météorologiques qui vont être remodélisées par le modèle, qui va compléter donc, les données manquantes. Et au final, les données réanalysées sont un produit finalement à la fois d'observation et de modélisation. L'avantage, c'est qu'il y a une spatialisation qui va être parfaite et cohérente entre les différentes zones géographiques. On peut voir en fait cette réanalyse comme une interpolation intelligente au sens climatologique du terme. On utilise un modèle pour compléter, au lieu de faire une interpolation spatiale en disant la moyenne entre deux points, s'il manque un point au milieu, c'est la moyenne entre les deux, eh bien on va se servir de la physique de l'atmosphère pour essayer de faire mieux qu'une interpolation linéaire entre deux points. Alors c'est ça qui est utilisé aussi en paléoclimatologie que je vais essayer d'illustrer assez rapidement. C'est depuis quelques années utilisé avec les données paléoclimatiques en mode offline, donc a posteriori, un petit peu comme les réanalyses, où l'on va utiliser le modèle climatique en mode prédictif. Le modèle est utilisé pour prévoir, avec des lois empiriques, les proxys, par exemple les anneaux d'arbres. Il est possible d'avoir des courbes de calibration en fait, entre les anneaux d'arbres et les températures. Donc on peut, à partir des anneaux d'arbres, reconstituer des paléotempératures, mais là on fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'avec les lois empiriques qui lient la température, les précipitations et les anneaux d'arbres, eh bien on va utiliser le modèle en mode prédictif pour les anneaux d'arbres. On va simuler, en fait, c'est ce qu'on appelle le proxy system model. On va, à partir de la modélisation, simuler
les anneaux d'arbres, les coraux, les carottes de glace, avec leurs paramètres intrinsèques, l'épaisseur des cerneaux d'arbres, c'est ce qui est fait ici, et on va pouvoir comparer cette modélisation des anneaux d'arbres avec les données observées. Et de façon statistique, on va réinjecter l'information dans la modélisation pour ensuite obtenir une série complète sur les 2 derniers millénaires. C'est ça qui est fait, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais depuis quelques années, c'est une autre approche, on peut voir ça comme une interpolation intelligente et qui tient compte à la fois des données observées et des données modélisées. Ici, vous avez un exemple justement d'assimilation des observations de Pages-Touquet, là je vous en ai parlé dans les derniers cours, avec toujours le modèle du NCAR, avec des assimilations de données, enfin différentes versions qui ont été publiées à l'époque, avec essentiellement un signal qui montre une diminution continue depuis l'an 1, depuis l'an 0 ici, jusqu'au petit âge glaciaire. Donc on retrouve à peine l'optimum médiéval. Alors il faut lisser les courbes sont lissées ici et comparées avec des archives paléoclimatiques, mais globalement on retrouve finalement les mêmes phénomènes, des changements de température finalement assez faibles et essentiellement conséquents pour la partie entre 1400 ou 1300 jusqu'au 19e siècle, pour remonter en flèche à partir du 20e siècle. Alors je vous ai parlé de la banquise, on peut faire le même type d'exercice avec le modèle climatique du NCAR en assimilation de données pour retrouver une augmentation pendant le petit âge glaciaire qui est effectivement vue dans les séries de données, comme je vous l'ai indiqué auparavant, de cette extension de la banquise qui va avoir son impact, comme on va le voir, sur les sociétés lorsqu'on les considérera. L'assimilation de données a aussi été utilisée pour essayer de voir ce problème de la non-compatibilité ou de la différence entre les données modélisées pour les éruptions et pour les séries temporelles des archives paléoclimatiques instantanées pour les éruptions, dont je vous ai parlé. Et sans grande surprise, quand on tient compte des données et qu'on les introduit dans la modélisation, eh bien, on trouve qu'il y a maintenant accord. Alors, c'est pas très surprenant. Un autre paramètre, le dernier paramètre que je voulais prendre en compte, c'est justement l'effet de blocage en fait de la NAO suite à des éruptions et en particulier à influencer un réchauffement hivernal après les éruptions majeures. C'est quelque chose qui a été reconsidéré en utilisant cette approche d'assimilation de données. Alors, ce panneau, en fait, indique justement que le résultat, c'est qu'on n'a pas vraiment d'indication que le réchauffement hivernal est complètement systématique. Il est fréquent, mais après les éruptions majeures, qui sont ici représentées, alors donc, ce diagramme, il représente à la fois pour l'hiver et pour l'été les changements de température exprimés en delta de température en degrés Celsius, pour les différentes éruptions. Donc là, de loin, vous n'arrivez pas à voir, mais elles sont classées en fait par intensité de l'éruption. Ça démarre ici par 1257. On retrouve 1815 ici, Tambora. Dans 1257, c'est le Samalas, pour aller vers des éruptions de plus en plus petites. Et il n'y a pas d'effet en fonction de l'intensité de l'éruption. Certaines montrent un réchauffement, mais c'est loin d'être la règle générale. Essentiellement, on retrouve pendant l'hiver plutôt des refroidissements, ce qui est cohérent finalement aussi avec le refroidissement estival, qui est beaucoup plus net et beaucoup mieux documenté. C'est pour ça que la précision des données, puisque c'est essentiellement les cernes d'arbres qui poussent en été, ou au printemps-été, qui permettent de faire ces reconstitutions. Donc on a une précision beaucoup plus importante sur ces refroidissements liés au volcanisme. Donc on n'a pas cette problématique en fait du réchauffement hivernal peut être étudiée soit en complexifiant les modèles en essayant de comprendre la dynamique, ou en essayant de mélanger finalement données et modèles. Donc les deux approches sont complémentaires. Elles ne sont pas exclusives et elles doivent être utilisées parce que les modèles qui sont utilisés aussi en assimilation de données sont beaucoup plus simples, sont dérivés des modèles, des modèles tridimensionnels complets, mais ils ne présentent pas tous les aspects, notamment tous les aspects que j'ai décrits quand on veut regarder le couplage entre aérosol et climat.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, dans le cadre du cours, j'ai pas encore abordé un peu la thématique qui va nous intéresser dans la suite, en particulier l'année prochaine, qui va être l'impact. C'est un peu un cours introductif pour vous faire un point que je voulais vous présenter sur ces fluctuations des derniers 2000 ans. J'ai essayé de présenter ça en vous montrant qu'on a des certitudes et aussi encore beaucoup d'incertitudes qui évoluent encore très récemment. Et ce qui va nous intéresser dans le futur, ça va être aussi l'impact de ces changements climatiques pendant les derniers 2000 ans sur l'histoire des sociétés humaines, en particulier avec des effets de température. Donc je vous reparlerai de l'expansion des Vikings, de l'Empire romain, byzantin, des impacts en Europe sur toute l'histoire. Et on remettra aussi le contexte aussi sur le cycle de l'eau, parce que sous les tropiques, c'est essentiellement des impacts sur l'hydrologie qui vont avoir leur importance sur des débats, en particulier sur l'influence sur les dynasties chinoises ou sur d'autres empires encore, ou en particulier en Mésoamérique, on va retrouver, je vous actualiserai en fait les choses sur ce qui s'est passé sur les cités mayas. Et d'autres encore. Voilà, donc le but du cours, c'est aussi de présenter une introduction à tout ce que l'on va faire dans le futur sur ces sujets-là. Je vous remercie de votre attention.